Oui, merci pour la transition, elle est vraiment parfaite, hein. La dernière photo, et en plus d'avoir bien développé ce qui se passe entre Sunda et Saoul, chose sur laquelle je passerai assez rapidement. Alors, bon, il y a une chose, l'art préhistorique n'est pas un art qui représente la vie quotidienne. L'art préhistorique, il représente une cosmogonie. Donc on n'a pas des représentations d'une vie quotidienne, de ce qui se passe autour de chez nous. Ce qui fait qu'en l'état actuel des choses, dans l'art préhistorique, nous n'avons aucune représentation de bateau. Je parle bien de l'art paléolithique. Pourtant, on a bien vu tout à l'heure, ceux qui ont orné la grotte Cosquer étaient, à un moment ou à un autre de leur nomadisme, des chasseurs-cueilleurs nomades côtiers. Et cet aspect particulier, je voudrais l'illustrer par une photo de détroit. Alors bon, j'aurais pu choisir le détroit de Gibraltar, vous le connaissez mieux que moi, mais justement, moi, mon détroit de cœur, c'est le détroit du Pas-de-Calais que je connais là par cœur, quasiment. Donc j'ai pris cette photo. Non, elle n'est pas retouchée, hein. Oui, il fait parfois très très beau sur le détroit du Pas-de-Calais. Et là, on voit que malgré 33 km qui nous séparent des côtes britanniques, on a un paysage, on est devant un lac en quelque sorte. Et il ne peut pas ne pas y avoir d'attirance pour la côte qui est en face. Le chasseur-cueilleur côtier, en fait, quand il voit quelque chose comme ça, il y a un moment donné, il veut aller voir. Alors, ce n'est pas si facile que ça. Qu'est-ce que c'est naviguer, en fait? Ce n'est pas seulement prendre un bateau et se lancer sur l'étendue bleue. Le détroit du Pas-de-Calais, pour reprendre cet exemple, c'est un détroit de 33 km qui est bourré de courants. Des courants contraires, des courants énormes. Au centre coule quasiment un fleuve. Il y a un resserrement des côtes entre le continent et les îles britanniques, et ça force l'eau, et on a un véritable fleuve qui traverse. Il est totalement impossible de traverser le détroit du Pas-de-Calais ou un autre en ligne droite quand on n'a pas un moteur derrière. Il faut donc jouer avec ces courants, il faut les connaître. Il faut les connaître, il faut les maîtriser. Il faut connaître des systèmes de propulsion, des systèmes de navigation. Il faut arriver... Enfin, on connaît son milieu et on le maîtrise. Et puis, c'est aussi, au fur et à mesure, vous parliez tout à l'heure de ce qui s'installe sur les milliers d'années, c'est aussi installer des routes pérennes maritimes. C'est-à-dire que, y compris dans ces périodes-là, on sait d'où on part et où on va arriver. Et il y a des installations qui sont des installations qu'on va qualifier de portuaires. Il n'y a pas de quai, hein, c'est en fait de l'échouage sur les plages, mais on sait où on arrive. Et donc il y a des routes traditionnelles qui sont inscrites dans la mémoire des marins. C'est tout ça, naviguer. Alors, diapo suivante, s'il vous plaît. On va explorer un peu tout ça, mais on va faire... qu'est-ce que ça nous a laissé comme trace? On va faire un petit détour avant sur les conditions pour que ces traces nous arrivent des dizaines de milliers d'années après. Alors, disons-le tout de suite, les traces sont extrêmement ténues. On a une très forte perte, et malgré plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de côte et plusieurs dizaines de milliers d'années, on a en fait des traces qui sont extrêmement ténues. On a une forte perte des vestiges organiques, de toute manière, par le temps, et puis une récupération des composants pour recyclage, ne l'oublions pas, hein, c'est des sociétés qui ne laissent pas perdre du matériel. Donc, disparition de la plupart des épaves. Ensuite, la conservation différentielle va privilégier les épaves en bois massif. C'est pour ça, on le verra, que la pirogue est le bateau qui est le plus souvent retenu et le plus souvent cité parmi les embarcations qu'on peut imaginer pour la préhistoire. Et puis, on a, et j'en viendrai à la fin de ma présentation sur cet aspect, probablement une non-reconnaissance en fouille de certains restes d'embarcations déstructurées, puisque les embarcations qui sont composées de plusieurs éléments rassemblés, une fois qu'elles sont déstructurées au sol, quand ce sont des perches, des arceaux, il y a des fagots, etc., eh bien c'est quelque chose qu'on peut ne pas reconnaître sur le site. Alors, cette surreprésentation des épaves en bois massif, elle amène en fait à une sous-représentation des éventuelles embarcations qui les accompagnaient. Et donc, on a une connaissance limitée à quelques familles architecturales et surtout un recours essentiel aux indices indirects pour savoir s'il y a eu ou pas eu navigation. Diapo suivante, s'il vous plaît.
Alors, on a aussi dans les filtres qui déforment notre perception de la navigation, le fait que, par exemple, on parle parfois de la pêche d'espèces pélagiques. Le problème, c'est que certaines ont pu être piégées à partir de l'estran, et donc ça ne suffit pas d'avoir des espèces pélagiques, on peut avoir eu un piégeage à partir de la plage. Et on a aussi, parce que dans mon exposé, je parlerai à la fois des eaux de la navigation maritime, mais aussi de celle des eaux intérieures. Elles sont étroitement liées en préhistoire. La concentration de témoins sur un axe nautique dans les eaux intérieures ne suffit pas non plus pour dire qu'ils ont navigué sur le cours d'eau, puisqu'on peut avoir, en fait, il y a aussi quelque chose qui est très pratique quand on a un cours d'eau, c'est l'incision fluviatile, ça permet de remonter les vallées très facilement. Et puis, le principal facteur de perte pour ces périodes très anciennes, ce sont les oscillations statiques. On voit cette carte ici, et sur cette carte, alors, on voit toutes les zones rouges ici, sont les zones qu'on a perdues. Depuis le dernier maximum glaciaire, il y a ces zones qui sont maintenant ennoyées. Alors, pour la grotte Cosquer, par exemple, il y a une dizaine de kilomètres qui séparent la grotte du rivage le plus proche. C'est pas grand-chose, et très probablement ce rivage, ils le connaissaient, ils le parcouraient. Mais toutes les installations qu'ils ont installées sur ce rivage nous sont absolument perdues. Voilà. Donc, vous multipliez ça à l'échelle de la planète, et ça vous donne en fait une image qui vous montre qu'avec les filtres qui déforment cette perception, nous avons en fait accès à très très peu d'informations concernant ces premières navigations préhistoriques. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, je vais revenir, mais très très rapidement, parce que Jean-Jacques Hublin a bien développé, et donc c'est là qu'on se complète aussi parfaitement. Les homos du Pléistocène ont-ils effectué des navigations? En l'état actuel des choses, il faut rester prudent. D'abord et avant tout, revenir sur ce qu'est une navigation. Je vous l'ai un peu défini. Une traversée maritime qui n'a pas de lendemain n'est pas une navigation. La navigation, c'est l'installation d'une navigation coutumière avec tout ce que je vous disais que ça supposait de connaissances et d'installation. Alors, le bloc Sunda Saoul, il est intéressant parce qu'il nous montre, en fait, donc voilà l'état de l'époque. Flores, par exemple, est extrêmement intéressant. Ça montre que des homos archaïques se sont installés sur une île, aux alentours de 700 000, je crois. Et en fait, c'est une installation sans lendemain, puisqu'il y a eu une dérive génétique, que ces hommes, en fait, ont évolué de leur côté sans échange avec ce qui se passait encore sur le bloc continental. Et donc, là, on a quelque chose qu'on ne peut pas... Il n'y a pas de navigation coutumière qui sont mises en place à ce moment-là. Et puis, il y a un deuxième caractère qui est intéressant et qu'on va noter autant sur les hypothèses qui sont faites en Asie du Sud-Est que sur les hypothèses qui sont faites en Méditerranée. Le deuxième facteur intéressant, c'est que ce sont toutes des navigations qui se situent au maximum à 30-50 km de bras de mer. Alors 30-50 km de bras de mer, vous l'avez bien dit tout à l'heure, quand on monte sur la montagne, on voit la côte d'Oeil plus loin. En fait, on est sur des navigations qui restent des navigations qui sont assez opportunistes pour les hommes, les homos archaïques. Et c'est vrai qu'il faut qu'on attende le peuplement de l'Australie. Alors bon, vous verrez que moi je me suis calé vers 50 000. Ouf, je suis à peu près correct, il me manque 5 000. Mais bon, quand je parle de peuplement de l'Australie, je parle bien sûr de l'établissement de ces routes maritimes pérennes entre deux blocs. Et en plus, là, on a des trajets maritimes qui sont de plus de 100 km, ce qui veut dire que là, on part à l'origine sans savoir où on va. Et une fois qu'on a installé les routes maritimes pérennes, on sait se repérer sans la Terre. Ça veut dire qu'on sait se repérer soit aux étoiles, et aux étoiles, et aux oiseaux, et au courant, la couleur de l'eau qui change quand on a le plateau continental qui arrive, etc., etc. Il y a des tas de choses que les marins traditionnels connaissent pour savoir où ils sont dans leur route vers la Terre. Et tout ça s'établit plutôt vers les 50 000 ans sur le bloc Sunda Saoul. En Méditerranée, on est là aussi
vraiment hésitants sur la Crète, sur toutes les îles de la mer Égée, parce que on ne sait pas si, au moment où les hommes sont arrivés, il y avait ou pas un bras de mer à traverser, mais quoi qu'il en soit, toutes ces îles ne présentaient pas de bras de mer de plus de 10, 20, 30 km au très grand maximum. C'est le peuplement de Chypre au début du 9e millénaire, et là, il y a des navigations régulières, on y reviendra, qui montrent un développement de cette navigation en Méditerranée. Merci. Donc, les premières dates, les premiers indices de navigation coutumière, c'est l'arc du Pacifique Ouest. Sunda Saoul, je n'y reviens pas, 50 000 à peu près avant le présent, on a donc l'établissement de ces routes maritimes pérennes. On va retrouver un peu le même phénomène dans l'archipel du Japon, vers 35 000 avant le présent. Et là aussi, on a toutes les îles, les milliers d'îles de l'archipel japonais qui sont progressivement occupées par des populations qui ont des relations pérennes avec les autres. Et puis, il y a cette colonisation maritime du continent américain qui, moi, m'interroge beaucoup. On parle beaucoup, effectivement, du corridor de Bering, et on imagine souvent cette traversée à pied. Mais je pense sincèrement qu'il faut l'imaginer en fait il y a des chasseurs-cueilleurs côtiers. Il y a une hypothèse qui est portée aux États-Unis par tout un courant, c'est la kelp hypothèse, c'est-à-dire en fait cette route du kelp. Vous connaissez peut-être cette grande algue maritime qui est en fait un écosystème extrêmement intéressant, très très riche dans les fonds marins et qu'on va trouver en fait sur l'intégralité de cet arc pacifique. Il commence ici à l'archipel du Japon et il revient jusque en Californie. Et donc, en fait, à même milieu, même système de prédation, et donc même facilité pour s'adapter. Et donc, la colonisation maritime du continent américain est quelque chose qui est très intéressant à noter et à garder en mémoire. Pour l'instant, là, on est encore sur des hypothèses, et de toute manière, c'est quelque chose qui fait couler beaucoup d'encre, parce que, bon, je ne vais pas y revenir, mais juste les dates de l'Amérique du Sud posent problème par rapport à celles de l'Amérique du Nord. On ferme le banc, parce qu'autrement, on y serait pour 2 heures. Les dates sont plus tardives en Europe, et elles sont plus tardives par le remaniement statique. Vous voyez cette carte du fleuve Manche. Le fleuve Manche, c'est le plus grand fleuve d'Europe qu'on ait jamais eu. C'était un fleuve magistral, extraordinaire, qui se jetait avec un delta au large de la Bretagne. Il y avait un delta qui devait être fabuleux, extrêmement riche, avec une vie très très foisonnante, des chasseurs-cueilleurs maritimes à foison. Tout ça, c'est perdu. Toute la Manche elle-même est perdue. Tout ce qui est, il y a tout le banc, tous les bancs de mer du Nord. Donc il y a tout ce qui est toutes les terres de mer du Nord, donc entre l'Angleterre et le continent, sont maintenant sous la mer, et donc c'est toute une vie extrêmement riche qui probablement nous est interdite au niveau de la connaissance archéologique. Et puis, ici, de toute manière, on le voit bien, remontée de la mer et de la grotte Cosquer, enfin dans la grotte Cosquer, et tout ce qui se passait sur le rivage nous est maintenant inconnu. La suite, s'il vous plaît. Alors, ces indices de première navigation maritime coutumière en Europe, on va les retrouver au nord. En Atlantique, je vais juste m'attarder avant en Méditerranée, puisque c'est notre sujet aujourd'hui. En Méditerranée, les 2 indices qui montrent qu'il y a des liaisons maritimes pérennes, ce sont en fait la diffusion de l'obsidienne depuis les îles de la mer Égée. Et là, on se situe à peu près aux alentours du 9e millénaire avant notre ère. Et puis, la colonisation de Chypre, où là, toute l'équipe au travail là-bas a montré que la colonisation a été faite en plusieurs vagues, en amenant des animaux. Il y a eu plusieurs vagues d'introduction d'animaux aussi, qui d'ailleurs étaient avec des petits rongeurs qui étaient probablement dans la cargaison, et les rongeurs ont bien montré que le
rythme de l'introduction était un rythme extrêmement répété, puisque les rongeurs n'avaient pas le temps d'avoir une dérive génétique, alors que leur dérive est très très rapide s'ils sont seuls sur une île. Donc on a en fait ces deux indices qui sont les deux indices initiaux, et puis il y a toute cette colonisation maritime du néolithique. Vous savez sans doute que le néolithique se développe à partir du Proche-Orient sur deux vagues, l'une plutôt continentale par la vallée du Danube, le Danubien, et l'autre plutôt maritime par la Méditerranée. Et là, c'est le courant cardial. Et ce courant, on le voit ici sur ce graphique. Là, il n'y a pas de discussion possible. On est en face de populations qui sont à la fois possesseurs de bateaux efficaces et connaisseurs de ce qu'est une navigation efficace. De l'autre côté du continent, enfin de l'isthme européen, c'est la diffusion des groupes de chasseurs-cueilleurs à la déglaciation en Norvège qui nous donne les premiers indices de l'existence de ces chasseurs-cueilleurs nomades maritimes. Donc on a en fait sur le corridor côtier norvégien, fin 10e millénaire BC. Donc on est sur des dates relativement anciennes et on a en fait des installations de chasseurs-cueilleurs maritimes extrêmement nombreuses mais extrêmement fugaces. C'est-à-dire qu'ils débarquent, ils s'installent et ils restent quelques jours peut-être et ils repartent. Et ça se multiplie par centaines. Donc en fait on voit bien qu'on est sur un rythme qui n'est pas un rythme d'installation pérenne mais sur un rythme d'installation nomadique. Et dans un paysage qui est entrecoupé par de très nombreux fjords, dans lequel il est plus facile de se déplacer en bateau qu'à pied. Les îles de l'Atlantique française, ce sont des îles, en fait, attendez, pardon, voilà. Les îles de l'Atlantique française, il y a les espaces insulaires, donc Ouessant, Guernesey, Belle-Île et autres. Ces îles, elles sont insularisées dès le 8e millénaire avant, et les premières installations qu'on a, ce sont des installations du 7e millénaire, et dès ce 7e millénaire, le matériel sur les îles évolue au même rythme que le matériel continental. Donc là, il n'y a absolument pas de discussion. Ce sont des personnes qui sont en fait complètement intégrées dans un système de navigation côtière. La diffusion du néolithique atlantique, ça se passe donc au début, fin 5e, fin 6e, début 5e millénaire avant le présent, dans les îles britanniques. Et là, en fait, c'est la diffusion du néolithique atlantique. Donc, on a une diffusion de ce néolithique atlantique qui se passe soit par les côtes, mais plusieurs indices permettent de penser qu'on a déjà des traversées du golfe de Gascogne à cette époque. Une traversée du golfe de Gascogne dans un bateau non ponté avec, à la pagaie, c'est environ entre 6 et 11 jours de mer. Et on a aussi donc la diffusion des groupes Carry and Ball qui en fait néolithisent la Grande-Bretagne. Et ça, c'est donc fin 5e, début 4e millénaire. Et là, on a aussi une diffusion à partir du continent très nette dans laquelle on a des populations maritimes qui parcourent l'archipel. Diapo suivante, s'il vous plaît. On a aussi dans les signes qui nous montrent que cette navigation existe, tout ce qui est les pétroglyphes d'inspiration nautique sur les monuments mégalithiques. Alors on est au néolithique, l'art n'est plus du tout de même inspiration qu'au paléolithique. Et là on a des cachalots, on a des bateaux, donc on a quelque chose qui est extrêmement intéressant. Les bateaux sont pensés être plus dans un cadre mortuaire, c'est-à-dire le bateau du Styx en quelque sorte. C'est-à-dire le bateau est de toute éternité celui qui transporte l'âme au royaume des morts. Et déjà au néolithique atlantique, cette croyance était probablement en action. Et puis on a des pétroglyphes qui nous montrent des pagaies. Ils sont assez nombreux. D'autres plus récents en Espagne et en Scandinavie de bateaux. Et les premiers vestiges de pagaie qui apparaissent en premier, avant les premiers vestiges de bateaux en Europe, c'est-à-dire au début du 9e millénaire. Diapo suivante. Alors,
tout ce tableau très brièvement parcouru, on va maintenant se poser la question de savoir quel type de bateau ils avaient. Alors le premier qui vous vient à l'esprit, c'est les pirogues, comme tout le monde. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc les pirogues, elles viennent à l'esprit tout simplement parce que ce sont presque le seul type d'embarcation de cette époque qui a été trouvé. Mais en fait, de toutes les pirogues qu'on connaît, la plupart sont médiévales. Il y a eu une datation... Non, pas encore. Merci. Il y a eu une datation, en fait, il y a 3500 épaves à peu près connues en Europe, 600 ont été datées, et la majorité remonte Moyen-Âge, temps moderne, vous le voyez avec ces courbes. On a eu en préhistoire Holocène une cinquantaine d'épaves sur toute l'Europe, en tout et pour tout. Et pour ce qui est du Mésolithique, donc les chasseurs-cueilleurs mésolithiques, c'est en fait en tout et pour tout 5 pirogues qui existent en Europe occidentale. Voilà. Donc vous voyez qu'on raisonne vraiment sur très très peu de choses. La suite, s'il vous plaît. Alors ces pirogues, on sait qu'elles apparaissent donc elles apparaissent dans un contexte mésolithique, au 8e millénaire avant le présent. Il y a différentes essences. Elles apparaissent d'abord dans des essences simples à travailler. C'est simple, on ne peut pas abattre un arbre à pirogue on ne peut pas abattre simplement un arbre à pirogue avec le matériel lithique des chasseurs-cueilleurs du Mésolithique. Donc en fait, on a des arbres d'essence plus faciles à travailler que le chêne. Et puis, il y a un abattage assez particulier, mais bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, on n'a vraiment pas le temps. Ces pirogues, en fait, comme je vous le disais, elles présentent une forte masse ligneuse qui les amène à avoir une conservation accrue par rapport à d'autres types d'embarcations s'il en a existé. Et puis, en plus, le meilleur moyen de garder une pirogue, si vous ne l'utilisez pas, c'est de la couler. Comme ça, vous pourrez la ressortir l'année prochaine, elle n'aura pas bougé. Si vous la laissez sur l'eau, il y aura un séchage différentiel sous l'eau et hors de l'eau, et là, votre pirogue, elle va ouvrir des fentes. Donc, il y a, pour toutes ces raisons, la pirogue est la mieux connue, et la seule connue même des embarcations par les épaves, jusqu'au 2e millénaire avant le présent, milieu marin et estuarien, c'est relativement tard, et jusqu'à la conquête romaine dans les eaux intérieures. C'est encore plus tard. Donc, la question peut se poser, est-ce que ce sont les seules embarcations qui ont été réalisées, ou est-ce qu'il y a une surreprésentation de leur représentativité? Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, il y a différents arguments qui plaident en ce sens. D'abord, la disponibilité de la matière première. Comme je vous disais, au Pléistocène, de toute manière, nos chasseurs-cueilleurs, par exemple de la grotte Cosquière, il n'y a pas d'arbre à pirogue chez eux. L'arbre à pirogue, vous voyez ce que c'est, c'est un géant. Il faut une pirogue, pour qu'elle ait à peu près de la stabilité, même dans les eaux intérieures, il lui faut au moins 50 cm de largeur. Bon. Donc il vous faut un fût d'au moins de 60 cm. Un fût de 60 cm, c'est très très rare à trouver dans la forêt boréale. Ensuite, il y a les capacités nautiques de ces pirogues monoxyles. La pirogue monoxyle simple est une embarcation des eaux intérieures. La pirogue monoxyle simple ne peut pas accomplir des trajets réguliers en mer. Alors, quand on veut l'emmener en mer, on va y ajouter, on va faire des adjonctions, on va ajouter éventuellement un balancier, par exemple, sur un ou deux côtés, ou des stabilisateurs sur la coque, ou bien on va mettre 2 pirogues accolées bord à bord, mais c'est un système qui est relativement peu manœuvrant et peu navigant. Donc, ça, c'est la deuxième raison qui fait qu'on pense qu'il y avait autre chose que les pirogues. Et puis la troisième, c'est qu'on a une preuve là-dessus, c'est le déplacement de certaines charges très pondéreuses au hasard. On va prendre le menhir de Locmariaquer, 330 tonnes, qui a traversé le golfe du Morbihan. Ça aurait été totalement impossible, même en multipliant les pirogues autour. Totalement impossible. Et donc, Serge Cassin, qui a posé cette hypothèse, a fait le calcul avec des architectes navals, et il fallait au moins 2 bateaux de 26 mètres de long pour tenir cette masse sous l'eau. Le seul moyen d'obtenir un bateau de 26 mètres de long à cette époque, c'est la vannerie. Mais avec la vannerie, on obtient des bateaux de 26 mètres de long. La suite, s'il vous plaît. Alors,
On va très vite voir le champ des possibles. Alors, c'est une approche qui a été théorisée par Sean McGrail en Grande-Bretagne, puisqu'on manque de ces embarcations. L'approche proposée est d'abord de définir le champ des possibles et de voir après ce qu'on pourrait trouver comme reste dans ce type de bateau. Alors, j'ai mis en grisé les flotteurs, parce que les flotteurs, c'est probablement ce qui a servi comme premier dispositif, notamment pour les homos archaïques, pour atteindre les îles. On n'est pas vraiment dans les embarcations, hein. On est mouillé, enfin bon, on ne peut pas tellement faire de la direction, donc je les ai mis en grisé. On peut avoir des radeaux de fûts assemblés, des sur-outres gonflées, des fagots aussi, des radeaux de fagots, ça tient très très bien. Ça, c'est des systèmes qu'on trouve dans le monde entier, hein. Il y a donc des fagots de roseau, par exemple. Ici, ça peut se faire relativement simplement dès l'Holocène, mais peut-être pour le Pléistocène, ça, je ne maîtrise pas trop l'environnement. On peut avoir des pirogues, des bateaux monoxyles, bien sûr, simples, expansés, accouplés, stabilisateurs, c'est ce que je vous ai déjà dit. Et puis, on peut avoir surtout des bateaux à charpente légère. Alors, ces bateaux à charpente légère, ce sont des bateaux à coque revêtus d'écorce ou de peau. Écorce au nord, peau au sud. On est dans des systèmes qui, vous allez le voir, ont été utilisés de tout temps, en tout lieu, et c'est ce que, personnellement, je pense être le plus répandu comme bateau au Paléolithique, et même dans les périodes suivantes de la préhistoire. Les bateaux de planche assemblée, on les voit apparaître au néolithique final, âge du bronze. Et puis on peut avoir, bon alors je vous dis, des bateaux de fagots assemblés. Là par contre, on est dans des systèmes qu'on va trouver en Égypte en période historique, et dans des systèmes qui me semblent un peu difficiles pour les périodes paléolithiques quand même. Suivante. Alors, on a deux autres arguments qui permettent de penser qu'il y avait, quoi qu'il en soit, de nombreux types de bateaux, et non pas un seul, la pirogue. C'est le monde, l'Eurasie septentrionale subactuelle, dans laquelle vous avez tout un ensemble de bateaux qui ont été étudiés, et ce sont des bateaux, vous voyez, composites. On a des bateaux de planche, mais on a aussi beaucoup de bateaux de peau, hein, et puis des bateaux des bateaux d'écorce, et puis on a parfois, ça c'est une pirogue, mais qui est couverte de peau. Donc on a en fait tous les matériaux sont utilisés pour faire des embarcations. Et puis, très vite, hein, en Gaule aussi, la Gaule indépendante, quand on lit les textes qui la concernent, en fait, les cours d'eau et les côtes de la Gaule indépendante sont parcourus par une infinité d'embarcations, y compris ce qu'on appelle une petite nautique, hein, donc ce sont les bateaux du quotidien, mais aussi, ça va jusqu'aux gros bateaux de charge qui ont affronté les flottes de César. Donc on a en fait un monde traditionnel nautique, c'est un monde avec pléthore de bateaux. Il y a beaucoup de types de bateaux parce que chaque bateau est taillé pour son bassin d'évolution et pour l'utilisation qu'on veut en faire. Et ce ne sont pas les mêmes selon les endroits et selon les besoins. Suivante, s'il vous plaît. Alors, je vous ai parlé des bateaux de peau, c'est un monde infini, je ne vais vraiment pas avoir le temps de m'y attarder, tout simplement pour vous dire qu'on en retrouve sur nos côtes jusqu'au XVIIIe siècle. Je vous disais que ce n'était pas impossible. J'aurais pu mettre aussi la photo, c'est en Irlande, il y a un bateau de peau qui a été refait, qui fait 14 mètres de long. Il est fait parfaitement préhisto-compatible, hein. Du moment que les gens avaient l'idée de le faire, ils avaient la matière pour le faire. Donc, en fait, ce sont des paniers, hein, ces bateaux de peau. Des paniers qu'on va recouvrir de peau. Alors, le plus simple, c'est le coracle. Le coracle, lui, c'est une peau de bovidé. Alors maintenant, les coracles contemporains, c'est de la toile goudronnée, mais c'est une peau de bovidé. On va faire un panier et on recouvre par la peau de bovidé. Ça, c'est le bateau qui avait sans doute sur beaucoup de cours d'eau. Et puis, bon, ça peut aller jusqu'à Doumiac, hein, des régions béringiennes, où là, on a les bateaux qui ont atteint jusqu'à près de 20 mètres de long.
hein. Et puis, je voulais juste, par cette photo, évoquer le fait qu'on en retrouve sur toute la Terre. Donc, le Gouffat de Bagdad, par exemple, en 1914, c'est aussi un bateau de peau. On en retrouve au Vietnam, on en retrouve absolument partout. En fait, c'est une technologie, ce sont des traditions qu'on a perdues en Europe, sauf en Irlande et au Pays de Galles, et qui, en fait, ont très probablement existé dans nos régions de toute éternité, mais qui ont été perdus depuis trop longtemps pour qu'on s'en souvienne. La suite, s'il vous plaît. Alors, c'est des bateaux vraiment idéaux parce que la mise en œuvre de ces bateaux est très facile dans une économie relativement simple. C'est des bateaux qui tiennent mieux la mer que les pirogues et tous les bateaux de bois qui sont très très lourds. C'est des bateaux les bois massifs, hein, j'entends. Et c'est des bateaux qui peuvent avoir des capacités nautiques. Celui-là, il a été construit en Écosse. Avec ça, moi j'affronte la mer, oui. Enfin, pas par tempête, hein, mais de toute manière, il devait faire attention de ne pas rencontrer des tempêtes. Sur un bateau non ponté, qu'il soit en peau ou en bois, vous avez quelques problèmes lors d'une tempête, hein. Donc, sur un type de bateau comme ça, c'est relativement simple. Et puis, quand on a besoin de le mettre à l'abri, eh bien, on peut le prendre sur soi. Quand on a besoin de lui faire passer des seuils, eh ben, c'est relativement facile à porter. Ici, vous avez une représentation du XVIIe siècle. Ce sont des guerriers russes qui portent un bateau d'écorce entre deux fleuves. Donc c'est vraiment une technologie qui est extrêmement adaptée au nomadisme. La suite, s'il vous plaît. Et puis, on peut avoir donc des radeaux, je vous en ai parlé. Le radeau, c'est plusieurs éléments fermes et insubmersibles assemblés pour former une structure rigide. Je vous mets juste pour exemple le plus ancien radeau qu'on connaisse. C'est un radeau de Strasbourg, 1er, 3e siècle de notre ère. On n'en connaît pas avant, mais juste pour vous dire qu'un radeau, ce n'est pas forcément une plateforme carrée, hein. Ça peut avoir toutes les formes, ça peut être effilé aussi, un radeau. Par contre, la différence avec le bateau, c'est qu'il n'y a pas d'effet de coque, et donc il n'y a pas de flottaison par la coque. Les bateaux de planche fendue, je ne vais pas m'attarder dessus. En Méditerranée comme en Atlantique, on les voit apparaître vers le néolithique final. Certains des collègues voudraient leur voir plus de pérennité, plus anciens. Pour l'instant, les indices archéologiques pointent vers le néolithique final, et notamment la diffusion, pour ce qui concerne les côtes européennes, moi j'y verrais bien la diffusion du campaniforme, puisque c'est avec le campaniforme probablement qu'arrive la tradition. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, de l'hypothèse à la trace, un bateau comme celui-là, donc un canoë, ça va laisser ça comme trace sur le site. Vous voyez, arceau et perche. Ça, c'est le site de Minaker, aux Pays-Bas. C'est un site de plage. On est dans les eaux intérieures, hein. Et ce site de plage, en fait, a livré des tas de bois, et ça n'a pas été vu au moment de la fouille, ça a été vu après, quand on a regardé les photos de couverture de la fouille. Et le problème, à l'heure actuelle, c'est qu'il faut alerter les collègues sur le fait qu'au milieu du bois de site, on peut avoir des restes de bateaux composites comme ça qui se signalent, qui sont très ténus, mais qui sont là et qui ne sont pas facilement reconnaissables par tout le monde. Ici, c'est une membrure de kayak en bois qu'on peut retrouver aussi et qui va passer peut-être inaperçue. Il y a une hypothèse aussi de membrure de kayak en bois de Rennes. Ça, c'est en Allemagne. La suite, s'il vous plaît. Donc, pour des sites comme ça, qui sont des sites avec beaucoup de bois dans tous les coins, on peut avoir... Il faut rester en fait en alerte sur les perches, les arceaux, les membrures, les liens végétaux pour les bateaux de peau d'écorce. Le radeau, c'est les fûts bruts qui vont être déconnectés les uns des autres. Et donc, si on a un bois travaillé, il faut se poser la question, est-ce que ça ne pourrait pas faire partie d'un radeau ? Le bateau de planche, on va trouver des planches pendues, certaines qui seront mortaisées. Et puis la pirogue monocyle, c'est un petit peu plus facile. Le fût ouvragé nous guidera immédiatement vers l'interprétation d'un bateau. Diapo suivante, s'il vous plaît.
On a une deuxième approche actuelle pour approcher cette navigation ancienne, qui est l'expérimentation archéologique. Alors, il y a eu beaucoup d'expérimentations faites dans l'archéologie nautique, mais très peu ont concerné la préhistoire. La plus aboutie, c'est les expéditions monoxylones, qui ont concerné en fait des répliques de pirogues en chêne, d'une grande pirogue en chêne, trouvée en Italie dans le lac de Bracciano, et qui est supposée avoir navigué en Méditerranée. Donc là, ils ont poussé la chose jusqu'au bout. Ils ont navigué en mer Égée avec cette pirogue en lui montant une voile, ce qui est discutable encore, mais enfin bon, tout pareil, il faut tout essayer pour voir. Et puis le projet Coruc, au nom duquel je parle aujourd'hui, qu'on a lancé fin 2020, et sur 5 ans, en fait, on se propose d'explorer justement cette grande variété des bateaux préhistoriques, d'en reconstruire et de les essayer à la mer comme au fleuve, de manière à mieux approcher les caractéristiques techniques de chaque bateau et les possibilités qu'il a au niveau des navigations. Et puis pour finir, donc, diapo suivante s'il vous plaît. Le comparatisme ethnographique qui, dans ce domaine-là, est extrêmement intéressant et qui fait l'objet d'un programme, c'est un groupe de recherche informel qui se tient depuis 2015 à l'initiative de Beat Arnold, qui est le spécialiste des pirogues en Europe. Et donc, ça permet en fait de recenser l'ensemble de ces bateaux originels et de voir ce qu'on pourrait penser avoir existé en Europe. Diapo suivante, s'il vous plaît. Bon, j'ai dépassé de 5 minutes, excusez-moi, mais le sujet était relativement complexe. J'ai mis cette bibliographie succincte. C'est pas à votre attention, vous n'aurez pas le temps de la noter, mais comme c'est enregistré et que ça va normalement se retrouver sur le net, je crois, ça permettra aux personnes de prendre connaissance tranquillement de la bibliographie. On va prendre des questions, si personne veut poser des questions sur la navigation. Moi j'ai une question. J'ai une question là sur la reconstitution du transport du grand menhir brisé de Locmaer. Il faut tenir compte aussi du fait que le golfe du Morbihan, le niveau de la mer était plus bas. En plus, il faut tenir compte de choses dont nous parlerons plus avant, le réajustement isostatique post-glaciaire. Et le niveau marin n'était pas celui qu'on voit aujourd'hui. Par exemple, il y a des objets archéologiques. Par exemple, il y a le double cromlech d'Erlanik. C'est un site archéologique qui est en fait submergé. Et ce qui est clair, c'est que alors est-ce que c'était pas possible de transporter donc il faudrait vraiment considérer les choses de façon détaillée en faisant à la fois de l'archéologie et de la géomorphologie, paléoclimatologie et même glaciologie avec de la modélisation pour voir quel était le trait de côte de l'époque. Et ceci m'amène aussi à dire que sur la controverse, qui n'est pas une controverse, sur le débat sur les deux voies de population, de peuplement américain, soit le corridor entre la cordillère et la Laurentide résiduelle, ou par la côte via les Aléoutiennes et autres, les deux peuvent avoir eu lieu, en fait, les deux routes peuvent avoir servi. Et il y a quelques années, j'avais organisé un colloque justement entre des archéologues et des climatologues sur le sujet à l'université de British Columbia à Vancouver. Et en fait, il y a beaucoup de recherches maintenant qui montrent qu'il y a des évidences dans des sites submergés. Et fort heureusement, pour encore une fois toujours cette même raison sur le fameux réajustement isostatique post-glaciaire, il y a des singularités géographiques dans ces lieux, en particulier sur toute la côte canadienne, où, à cause de ce réajustement, de ces déformations terrestres, eh bien, les sites qui devraient être submergés sont au-dessus de l'eau. C'est-à-dire les archéologues peuvent aller à pied sec fouiller des sites quasiment du dernier maximum glaciaire qui sont aujourd'hui au-dessus de l'eau. Et donc c'est assez merveilleux. Donc on n'est pas obligé de faire uniquement de la plongée sous-marine pour aller faire de l'archéologie. On peut directement, dans certaines zones, et le golfe du Morbihan est un autre exemple. Voilà, donc c'était juste un petit commentaire.